Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 15 jeux incontournables de l'année 2024. Petite mise en contexte, je vis au Québec et certains des jeux que je vais vous présenter sont apparus en Europe en 2023, mais seulement en 2024 chez moi. Sans plus tarder, je vous dévoile ma sélection. Le jeu enfant que j'ai préféré cette année, c'est Skyjo Junior. Il ressemble étonnamment à son grand frère, évidemment dans une version plus simplifiée, donc plus familiale, pour jouer avec des plus petits. Il se joue avec des cartes représentant des fruits, donc super facile pour les enfants qui ne connaissent pas encore les chiffres. Le principe reste le même, sauf que les cartes vont de 1 à 5. J'ai trouvé qu'il abordait en douceur l'esprit de compétition. Les frustrations lorsque les plus jeunes perdent, je la trouve moins présente, donc c'est vraiment pour moi ce qui en fait le jeu enfant que j'ai préféré cette année. Il y a un jeu qui a su gagner mon cœur et celui de toute ma famille cette année, il s'agit de Festival. Festival, je sais pas pourquoi, mais tel qu'on me l'avait présenté la première fois, il me donnait des impressions de Hanabi, un jeu que je ne porte absolument pas dans mon cœur. Mais j'ai pas eu le choix à un moment, il a fallu que je l'essaye. Et super belle surprise. Le jeu est ultra simple, vous posez des tuiles devant vous pour remplir des motifs afin d'accomplir des objectifs. Les tuiles représentent des feux d'artifice de formes et de couleurs différentes. Donc chaque objectif va devoir être rempli en ayant la bonne combinaison de formes et de couleurs, tout simplement. Comment vous allez sélectionner vos tuiles? C'est super simple, il va y avoir une pile entre vos deux voisins et vous-même, puis vous allez juste avoir à en prendre une à votre tour. Évidemment, c'est toujours hyper frustrant de voir un adversaire subtiliser la tuile qu'on convoitait juste sous nos yeux, mais il y a toujours des bons coups à faire dans Festival, donc c'est super agréable. C'est le jeu pour moi qu'il est super facile de sortir parce qu'il va durer une vingtaine de minutes, qu'il est fluide, qu'il est facile à expliquer et facile à comprendre. C'est vraiment le jeu pour toute la famille que je recommande cette année. Le jeu que je qualifierais de parfait en toute occasion pour cette année 2024, c'est The Veil of Eternity. Alors ici au Québec, on s'est fait teaser comme pas possible parce que oui, on est en fin d'année et il vient à peine de débarquer sur nos tablettes. Donc évidemment, je l'avais déjà essayé sur BGA, mais je n'avais pas trouvé mon expérience de jeu très folle. Mais j'avais quand même envie de lui donner un coup d'essai en physique parce que c'est toujours mieux. Je trouve ça plus agréable de mesurer le plein potentiel d'un jeu plutôt en physique qu'en digital. Et je suis super contente d'avoir eu la chance d'avoir une copie à essayer parce que vraiment c'est un jeu parfait pour toutes les occasions. Que ce soit si vous ayez envie de vous prendre la tête et de réfléchir ou de vous décontracter après le travail sans trop penser à quoi que ce soit, le jeu est d'une simplicité et d'une complexité extrême. Je vais vous dire pourquoi. Dans The Veil of Eternity, c'est super simple, il va y avoir des créatures au milieu de la table, vous allez en revendiquer, soit pour les mettre dans votre main et les poser ultérieurement devant vous, soit pour les revendre et gagner de l'argent. Et le système de monnaie dans The Veil of Eternity est super intéressant parce que vous allez être limité. Mais vous n'allez pas être limité dans une somme, vous allez être limité au nombre de 4 gemmes. 4 gemmes de n'importe quelle valeur. Donc il va falloir super bien doser aussi qu'est-ce que vous voulez recevoir pour pas payer trop ou avoir assez pour poser vos cartes devant vous. Donc vous recrutez des créatures et comme je le disais, vous allez les poser devant vous dans une arène afin de les faire comboter et de vous rapporter un maximum de points. C'est tout. Il est hyper simple à appréhender, hyper simple à apprendre et il y a une quantité de combinaisons, de synergie entre les cartes assez folle, impossible d'en faire le tour. C'est ce qui le rend super addictif, qui donne envie de rejouer. Les parties sont relativement courtes, entre 30 et 40 minutes. Et pareil, le public qui peut y jouer va vraiment être du novice au plus expert. C'est un jeu, pour moi, qui est hyper simple à sortir et qui va rester pendant vraiment très longtemps dans ma ludothèque. Ce jeu de 2024 qui me réconcilie avec une mécanique de jeu que je n'apprécie pas plus que ça, World Wonders. Ce n'est pas un secret pour ceux qui me suivent sur les réseaux, mais je suis pas une extrême fan des placements de tuiles. Pourtant, World Wonders a su gagner mon cœur. À chaque tour, vous allez placer des tuiles afin de construire des merveilles sur votre carte. Un peu à la manière de My City, vous allez placer des quartiers pour remplir des schémas et pouvoir construire des merveilles sur la carte.
Évidemment, les merveilles vont vous faire gagner des points en fin de partie, mais pas que, il y a également les quartiers. C'est un jeu que j'apprécie pour sa profondeur, le thème colle vraiment à la mécanique, on a l'impression de construire vraiment sa cité, même si un adversaire à son tour va prendre les tuiles qu'on convoitait pour cette manche, il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intelligent pour la suite de la partie et c'est ça que j'apprécie tout particulièrement. On ne se retrouve pas coincé en plein milieu de la partie en sachant pertinemment qu'on va perdre là. Donc très belle surprise pour moi cette année de mettre dans ce top 15 un jeu de placement de tuiles. J'adore emporter des jeux un petit peu partout, donc évidemment que je vais essayer des jeux qui sont en petit format. Et cette année, celui que j'ai préféré, Château Combo. Dans Château Combo, vous allez composer votre tableau de 3 cartes sur 3 avec des cartes villageois et des cartes de nobles. Les cartes sont réparties au milieu de la table en 2 rivières et vous allez pouvoir venir les sélectionner sous certaines conditions et évidemment en vous acquittant de leur coût. Chaque carte a un pouvoir de pause qui lui est unique et une capacité de fin de partie qui vous rapportera des points. Évidemment, comme c'est un jeu de construction de tableau, les cartes vont comboter entre elles, mais pas qu'un peu. Donc il va falloir prendre un guess aussi sur comment on va venir placer certaines cartes en début de partie pour maximiser leur effet et essayer d'entrevoir et de prévoir le positionnement d'autres cartes sur lesquelles on pourrait tomber. Le jeu est hyper addictif, les parties sont courtes, environ une vingtaine de minutes, vraiment tout public, donc ça donne envie de les enchaîner. Je l'ai fait essayer à un groupe qui n'est pas joueur. Alors il faut savoir que il y a certaines dimensions du jeu qui ne sont pas tout de suite comprises sur comment combotent les cartes, mais ça m'a semblé normal. Par contre, unanimement à la fin de la partie, tout le monde était ravi et voulait y rejouer. Pour moi, Château Combo, c'est vraiment le petit jeu de l'année qui se trimballe super facilement, qui est extrêmement abordable sur les règles, sur la place qu'il va prendre aussi sur la table. Il se joue vraiment très très bien. Le jeu de l'année 2024 que je qualifierais d'intermédiaire et que j'ai préféré est Wingspan. C'est dur de présenter Wingspan quand on sait à quel point il a fait parler de lui. Oui, fondamentalement, il ressemble à la mécanique de jeu de Wingspan, mais il y a plusieurs changements. Il y a le plateau des guildes qui a été ajouté pour une dimension un peu plus complexe, et évidemment la thématique dragon. Est-ce que ce serait un doublon d'avoir Wingspan dans sa collection si on a déjà Wingspan? Oui et non. Parce que comme je le disais, il y a vraiment des petits changements dans le gameplay qui donneront une expérience de jeu unique. Les combos entre les dragons sont toujours au rendez-vous. On a aussi la possibilité de récolter des choses avec les cavernes. Donc effectivement, cette fois, on n'aura plus de dés pour récolter des ressources. C'est une nouvelle mécanique dont j'avais un petit peu peur, j'avouerai. Je pensais vraiment qu'il allait être complexe de récolter des ressources. Mais en général, on s'en sort vraiment bien. La gestion de ressources reste néanmoins beaucoup plus calculée que dans Wingspan. Évidemment, on déplore un tout petit peu qu'il n'y ait pas de possibilité de faire l'application Wyrmsong pour ce jeu, mais il n'en reste pas moins un excellent jeu. Le jeu expert que j'ai préféré dans mon année 2024, qui n'est peut-être pas, voire sûrement pas le jeu le plus complexe auquel j'ai joué cette année, mais qui a vraiment su gagner mon cœur, Evenfall. Dans Evenfall, vous allez construire votre assemblée de sorcières et l'envoyer à la découverte de terrain afin de vous imposer parmi tous les clans. Les synergies entre les cartes, l'engin que vous allez construire au fur et à mesure de la partie est vraiment hyper jouissif. Il y a une partie poste d'ouvriers et majorité de territoire dans Evenfall qui vous permettent de déclencher certaines actions, obtenir de nouvelles cartes lieux et évidemment prendre part à un combat afin de gagner des pierres de pouvoir. En mode avancé, vous allez pouvoir jouer avec des pouvoirs asymétriques pour chacun des clans qui va rajouter une petite touche de piment entre les joueurs. C'est le jeu dont j'ai fait énormément de parties et je n'ai toujours pas vu toutes les synergies, tous les combos possibles entre les cartes. En début de partie, ça avance lentement, puis au fur et à mesure du jeu, on a vraiment l'impression de monter en puissance, on a envie que ça continue. Et évidemment, la partie finit à peu près à ce moment-là, mais je trouve que ça ne nous laisse pas un sentiment d'insatisfaction comme ça pourrait être le cas. La partie s'arrête au meilleur moment, à la montée en puissance, et c'est bien parfait comme ça. Ma plus belle découverte de l'année 2024, c'est le mode
3 joueurs contre 3 de Dune Imperium Uprising. Cette nouvelle version de Dune Imperium ajoute notamment des vers dans les conflits, mais également des espions que vous allez pouvoir envoyer entre différents lieux afin de bénéficier d'actions ou d'envoyer votre propre agent, même quand l'emplacement est occupé par quelqu'un d'autre. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est le mode 6 joueurs en coopératif. J'ai eu l'occasion de l'essayer lors d'une journée ludique, c'était génial. La partie est quand même relativement longue, ça peut durer 3 à 4 heures, donc il faut quand même avoir l'estomac bien attaché. Personnellement, j'ai pas vu ce temps passer parce que on est tellement pris dans l'action, on a tellement envie d'y arriver tous ensemble, on s'investit tellement dans la partie que le temps file à une vitesse folle. Chaque équipe est menée par son propre commandeur, donc qui va activer des alliés à chaque tour qui vont bénéficier de leur bonus de lieu. Les alliés vont prendre part individuellement au conflit, donc comme dans une partie à 4 joueurs, les commandeurs, eux, n'entrent pas dans les conflits, mais peuvent les influencer. La fin de partie va être déclenchée de la même manière que dans une partie de Dune Imperium classique, c'est-à-dire que dès qu'un joueur arrive à 10 points de victoire, on finit le tour en cours et on révèle les cartes intrigues, etc. Seulement là, petite cerise sur le gâteau, c'est pas le score individuel de chaque joueur qui prime, mais le score additionné des alliés et de leurs commandeurs qui forment les points d'équipe pour désigner la gagnante. C'est une super belle surprise pour moi parce que j'ai adoré le premier opus de Dune Imperium et je dois avouer que j'étais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que Uprising allait apporter de nouveau, qu'est-ce qu'on allait développer comme manigance, et je trouve que c'est amené de manière super subtile et intéressante. Si vous n'avez jamais joué à Dune Imperium, je vous conseille d'aller tout de suite vers Uprising qui est un peu plus évolué, un peu plus fini. Tous les lieux ont leur importance et il n'y a pas un lieu qui en vaut mieux qu'un autre. Donc honnêtement, j'irai directement vers celui-ci. Et pour ceux qui ont Dune Imperium classique, oui, je vous encourage à essayer Uprising, au moins l'essayer, parce qu'honnêtement, essayer, c'est l'adopter. Dune Imperium, c'est vraiment un de mes jeux préférés de tous les temps et Uprising vient le surpasser, le supplanter. Oui, je vais garder les deux dans ma collection, mais je pense que celui qui va sortir le plus souvent va être Uprising. Il m'arrive parfois d'avoir envie de me faire une petite partie en solo, et celui qui a su conquérir mon cœur cette année, c'est Sorcellerie. Dans Sorcellerie, vous allez avoir plusieurs sorcières en main de clans différents, mais qui vont venir toutes vous aider dans un même but, convaincre 3 jurys que non, la sorcellerie n'est pas forcément quelque chose de néfaste. Pour les convaincre, vous allez devoir remplir des missions et accomplir les défis qui s'y rattachent. À chaque manche, vous allez avoir en main un certain nombre de sorcières que vous allez jouer de part ou d'autre de votre aire de jeu, parce qu'elles vont déclencher d'une manière ou d'une autre un certain pouvoir. Il va falloir jauger comment bien placer vos sorcières à chaque tour afin de maximiser vos actions et surtout de minimiser les dégâts. Évidemment, comme tout bon jeu solo, il n'est pas évident du tout et c'est ça qu'on aime aussi dans ce genre de jeu. Sorcellerie propose aussi un livret de campagne. J'ai fait les premières, elles sont vraiment super intéressantes pour donner un renouveau au gameplay parce qu'il y a plusieurs choses de la mise en place qui vont venir changer et les parties vont être de difficulté croissante. Ce que j'aime tout particulièrement dans Sorcellerie, c'est qu'en règle générale, dans mes jeux solo, je ne bâcle pas les parties, mais je joue vraiment de manière un peu plus nerveuse, intuitive, je réfléchis moins. Et Sorcellerie a su me faire me poser, bien réfléchir à mes actions pour vraiment maximiser ce que je faisais tout au long de la partie et essayer de vraiment de la remporter. Le petit plus et le petit conseil que je vous donne dans Sorcellerie, c'est de savoir jauger quand est-ce que vous voulez passer à la phase de tribunal. Parce que oui, vous arrêtez la partie quand vous le souhaitez, quand vous estimez avoir assez de conviction pour convaincre les jurés que non, vous n'êtes pas forcément nocive pour la communauté. Donc il va falloir mettre fin à la partie au bon moment pour pas vous mettre en danger et tenter d'accomplir votre but ultime.
que vous soyez un joueur solo ou pas, je vous encourage vivement à essayer Sorcellerie. J'ai également fait des parties à 2 en coop et ça fonctionne super bien. Ma configuration la plus courante pour jouer, c'est 2 joueurs, c'est la plus facile pour moi. Donc forcément, il fallait un jeu qui rentre dans cette catégorie dans ma sélection de jeux de cette année. Et pour 2024, mon jeu préféré en duo, Le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. Alors il faut savoir que je n'aime pas particulièrement Seven Wonders Duel, pourtant j'ai adoré Duel pour la Terre du Milieu. Mais les mécaniques se ressemblent, oui c'est vrai, parce que les cartes vont être posées de la même manière, la partie va se jouer en 3 âges, mais il y a plusieurs spécificités et changements que j'ai tout particulièrement apprécié. Par exemple, dans Seven Wonders Duel, je n'aime pas la notion de tir à la corde qui existe au niveau de la guerre parce que c'est trop facile de se faire rouler dessus, c'est trop facile de se laisser distancer et on a l'impression de plus pouvoir rien faire quand ça nous arrive. Ici, il y a quand même un petit système de tir à la corde au niveau de la quête de l'anneau, donc c'est Frodon et Sam qui doivent aller détruire l'anneau au Mordor, ou le Nazgûl qui doit rejoindre la case où se trouvent Sam et Frodon pour les anéantir et gagner la partie. Donc il y a quand même cette notion de tir à la corde, mais je la trouve plus équilibrée, moins punitive, et vraiment c'est plus facile de venir distancer son adversaire. On se fait moins rouler dessus, c'est moins évident, j'ai trouvé, de gagner par la quête de l'anneau. Il y a également l'ajout de domination de territoire que je trouve hyper intéressant, donc ça c'est une des façons de pouvoir gagner dans Duel pour la Terre du Milieu, c'est de se trouver partout présent sur la Terre du Milieu. Et j'ai trouvé que c'était un ajout hyper intéressant, tant pour la thématique que pour la mécanique. C'est vraiment, ça amène un équilibre et c'est ce qui contrebalance, je trouve, cet effet de tir à la corde de la quête de l'anneau parce que on essaye de tout faire, d'être équilibré, donc forcément on se concentre pas que sur une seule chose. C'est une super belle surprise pour moi de pouvoir dire que j'aime ce jeu parce que malgré toutes les ressemblances qu'il pourrait avoir avec Seven Wonders Duel, il est fondamentalement différent. Je l'aime tant pour sa thématique que sa mécanique. Et je suis vraiment contente de pouvoir le dire. Le jeu de style campagne que j'ai préféré cette année, Dorf Romantique. Alors oui, je suis d'ordinaire pas une immense fan des placements de tuiles, mais une fois n'est pas coutume, celui-là je l'ai trouvé particulièrement bon. Pourquoi ? Alors dans Dorf Romantique, oui, les parties vont se ressembler parce que la mécanique de pose de tuiles induit que ce soit quelque chose d'assez répétitif. Mais la campagne vient vraiment sublimer le tout. Elle ajoute des nouveaux objectifs, des nouvelles manières de scorer des points, des nouveaux défis à remplir et je le trouve particulièrement intéressant pour ces points-là. Dans Dorf Romantique, vous allez devoir remplir des objectifs d'environnement, donc des zones d'environnement. Dès que vous avez le bon nombre de tuiles, vous remportez l'objectif tout simplement, puis tous les objectifs vous rapportent des points en fin de partie. Mais il va y avoir le système de campagne qui va venir en arborescence, donc vous allez pouvoir utiliser différents chemins pour débloquer des nouvelles choses dans la campagne. C'est super addictif. J'ai fait la campagne au complet en solo, c'était un régal. J'ai enchaîné les parties, c'était quelque chose de fou, surtout pour moi et de la pose de tuiles. J'ai même réessayé la campagne à 2 et là aussi ça s'est passé tellement bien que j'ai essayé plusieurs parties à 4 joueurs. Là évidemment dans cette configuration, je vous conseille de faire attention à l'effet leader qui est un peu plus présent parce que rappelons-le, c'est un jeu coop. Le jeu de déduction que j'ai préféré cette année, Chronologique. Sous ces airs de Cluedo, Chronologique va vraiment soulever votre esprit de déduction et de logique. À chaque tour, le joueur actif va dévoiler un indice public et va se garder un indice privé afin de résoudre un mystère parmi les 15 si je ne me trompe pas dans la boîte. La difficulté est croissante dans chaque histoire, donc vous pouvez doser où vous voulez situer votre partie. C'est un jeu hyper malin que je recommande vivement. Ceux qui me connaissent savent que je suis une énorme fan de roll and write, flip and write, tous les trucs and write. Donc je
j'ai une mission de tous les essayer, ou autant que je peux. Et cette année, celui qui a vraiment conquis mon cœur, c'est Rivage. Dans Rivage, vous allez explorer une île de fond en comble pour remplir les défis propres à l'île et également venir découvrir des butins. Comment vous allez faire ça? Vous allez à chaque tour avoir 2 cartes en main sur lesquelles vous allez pouvoir sélectionner la première ligne libre d'une des 2 cartes pour cocher les cases correspondantes sur vos cartes. Ce que je trouve vraiment bien dans Rivage, c'est qu'on ne va pas se cantonner à une seule île, non, on va essayer de tirer le meilleur parti de celle qu'on va explorer et il faudra savoir la quitter au bon moment pour aller explorer la suivante. Parce qu'effectivement, vous aurez tout un bénéfice à ne pas perdre des actions sur une carte pour aller chercher le petit butin qui s'y trouve au fond, alors que vous pourriez découvrir une nouvelle île avec de nouveaux défis qui vous rapporteront beaucoup plus. J'ai également poncé le jeu en solo et il fonctionne hyper bien. Évidemment, il y a quelques petites règles qui vont changer, mais le jeu est super addictif, hyper malin, je l'ai adoré. Il y a un jeu en particulier cette année qui me rend complètement addict et ça va sûrement continuer en 2025, il s'agit de Altered. Oui, Altered est encore un nouveau TCG. En règle générale, j'adore ce genre de jeu, mais j'essaye de m'en détacher un peu pour pas finir complètement dingue, parce que c'est quand même un sacré investissement de temps et d'argent, on va se le dire, que de s'investir vraiment dans un jeu de type TCG. Personnellement, j'adore construire des decks, j'aime pas forcément tous les tester, mais j'adore construire les meilleurs combos qu'il puisse y avoir, donc je suis la cible parfaite pour ce genre de jeu, mais j'ai pas forcément le temps de le poncer du début à la fin, donc en général, je l'essaye, mais j'essaye de ne pas m'y attacher. Et avec Altered, impossible. Donc qu'est-ce qui fait que je suis aussi dingue de ce jeu? C'est super simple, dans Altered, vous allez avoir un héros et un compagnon de part et d'autre d'une piste d'expédition. Le but du jeu va être de les faire se rejoindre ou se dépasser pour gagner la partie. Pour cela, vous allez avoir des cartes que vous allez placer donc dans 2 expéditions différentes. Donc à chaque manche, vous allez vous battre sur 2 zones différentes et il va falloir placer les cartes de manière hyper judicieuse parce que vous allez vous battre pour des statistiques. Évidemment, votre adversaire en face doit faire de même, pas forcément pour les mêmes statistiques que vous selon où il se situe sur la piste d'expédition, mais il peut venir vous mettre des bâtons dans les roues, tout comme vous pouvez le faire. Donc ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on va parler de contrôle de territoire, qu'on va avancer sur un territoire et pas, merci, réduire les points de vie de son adversaire à 0, parce que je trouve que c'est un système de jeu qui est particulièrement punitif. Moi, ça me lasse de rentrer dans une telle compétition. Je préfère largement envisager ça sur une expédition, je trouve ça vraiment plus agréable. Je trouve ça moins quelque part personnel dans la partie et j'adore. Il faut savoir que les cartes que vous allez placer dans les expéditions, vous allez pouvoir en garder 2 normalement dans votre réserve à la fin d'une manche, donc garder des cartes d'une manche à l'autre et pouvoir les ressortir en repayant un coup de réserve, et ça je trouve que c'est une mécanique qui est extrêmement chouette. Évidemment vous allez pouvoir vous faire mettre des bâtons dans les roues par votre adversaire à ce niveau-là. Il va peut-être vous empêcher de mettre certaines cartes dans la réserve, tout comme vous allez pouvoir le faire dans sa zone de jeu. Altered, pour moi, c'est une extrêmement bonne surprise parce que en ce moment, il y en a plein qui sortent, chacun essaye de se démarquer, et celui-là, vraiment, a su trouver en moi quelque chose qui m'anime complètement. Les cartes, évidemment, peuvent aussi avoir un niveau de rareté, il va y avoir les communes, les rares et les uniques. Oui, uniques. Alors les uniques peuvent se ressembler un peu mais vont avoir des statistiques ou des pouvoirs qui vont un peu différer. Mais oui, vous pouvez avoir en main une carte que personne d'autre au monde n'aura. Altered, c'est un super bon jeu. J'aime vraiment toutes les parties que j'ai faites. J'ai pas encore essayé toutes les factions, mais c'est sûr qu'elles vont toutes y passer. Elles ont toutes une petite spécificité, un tout petit truc qui donne envie de les essayer, envie de gagner avec. C'est vraiment un jeu où je vous encourage à lui donner une chance, malgré le fait de la quantité des TCG qui sortent en ce moment. C'est vraiment un très bon jeu et vous pouvez très bien vous en sortir avec un deck de base
pour l'essayer et voir s'il vous convient. Il n'y a pas besoin de vous jeter sur les boosters, les decks de base sont extrêmement bien faits. Le jeu qui pour moi est un incontournable de cette année 2024, c'est bien évidemment Harmony. Sous ces airs de jeu ultra mignon et familial, sachez que Harmony a une réelle profondeur. À chaque tour, vous allez sélectionner des petits jetons que vous allez placer sur votre plateau afin de former un habitat pour attirer un animal. À chaque fois que l'habitat est visible sur votre carte, vous attirez l'animal et gagnez des points. En fin de partie, évidemment, ce sera celui qui en aura le plus qui remportera la partie. Mais attention parce que les combinaisons de placement de tuiles dans Harmony sont extrêmement casse-tête et c'est ça qu'on aime. C'est un jeu qui réunira tous les joueurs, du plus novice au plus expert, puisque la dimension de complexe est vraiment à prendre au sérieux dans ce jeu, mais elle est abordable évidemment pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude. Pour moi, c'est un jeu tout-terrain, qu'il est facile de sortir, les parties ne sont pas si longues que ça, moins d'1 heure en tout cas, à plusieurs joueurs. Le mode solo aussi est testé et approuvé, il n'y a plus qu'à l'essayer. Je profite de cette vidéo pour remercier hyper chaleureusement tous mes partenaires ici au Québec qui me fournissent des jeux pour que je puisse les essayer, vous en parler et vous expliquer les règles. C'est tellement précieux, merci beaucoup à vous. Merci également à tous les gens qui me soutiennent sur Instagram, ici sur YouTube, parce que ça aussi, ça donne du baume au cœur les jours où je n'ai pas envie, où j'y crois pas, donc c'est super important. Donc si vous avez aimé ce format, qui, sachez-le, n'est absolument pas le format habituel de ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donnez un pouce bleu à cette vidéo, puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ça fait vraiment plaisir, ça soutient mon travail, c'est un investissement de mon temps personnel que je mets dans toutes mes vidéos, et c'est grâce à vous que je continue, donc merci à vous tous, puis passez de belles fêtes. À bientôt.